Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Dans le cadre des élections législatives et pour la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, nous recevons aujourd'hui Hélène Lecacheux, candidate pour la NUP. Hélène Lecacheux, bonjour. Bonjour. Alors pour la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, nous avons organisé un débat entre Mohamed Lakila et Hervé Fabre-Aubrespy. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. Malheureusement, pour la 14e circonscription, Anne-Laurence Pétel n'a pas pu se présenter sur notre plateau. Et donc, nous avons décidé d'organiser un entretien individuel avec Madame Lecacheux, que vous avez invité, vous avez accepté notre invitation. Je vous en remercie. Alors, Hélène Lecacheux, vous êtes donc candidate pour la NUP, et non pas la NUPES d'ailleurs, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous vous êtes qualifiée au second tour en rassemblant 25,80% des suffrages exprimés. Et c'est Anne-Laurence Pétel qui est arrivée en tête avec 29,99% des voix. Alors, on va commencer tout de suite cette interview avec une introduction. Emmanuel Macron, durant la campagne, a renvoyé dos à dos le Rassemblement national et la NUP, en parlant de ces deux coalitions ou partis comme des extrêmes. Libération nous a aussi appris cette semaine que sur les 61 duels entre la NUP et le Rassemblement national au second tour de ces élections législatives, seulement 6 candidats avaient clairement appelé à voter pour le candidat de la NUP. Alors, une première question toute simple, la NUP est-elle une coalition d'extrême gauche ? Non, mais bon, non. La NUP, d'abord, c'est le résultat de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que, effectivement, les uns et les autres, les différentes formations de la NUP, nous avons entendu ce que nous ont dit les électeurs et qui, pour beaucoup, souhaitaient une union. Finalement, le score aux élections présidentielles nous a amenés à réfléchir ensemble autour d'un programme, celui arrivé en tête à gauche, que les électeurs ont choisi. Alors maintenant, M. Macron et consorts peuvent reprocher à ces électeurs d'être des extrémistes de gauche, mais pour autant, ces électeurs se sont prononcés et ont choisi ce programme. Voilà. Ensuite, on a travaillé les différents contenus du programme avec nos partenaires, le Parti socialiste, le Parti communiste, entre autres, Europe Écologie Les Verts, enfin tout le pôle écologique. Voilà. Alors maintenant, si nous sommes l'extrême gauche d'ailleurs, qui est la gauche ? Alors, effectivement, vous parlez de la coalition qu'est la NUP. J'en profite pour préciser que vous êtes au départ membre du parti du Front de gauche. Vous êtes aussi présente à la France Insoumise. Je suis co-coordinatrice du parti de gauche, le parti qui a été créé en 2008, je dis n'importe quoi, pardon, en 2008, pour effectivement provoquer un front de gauche avec différentes sensibilités, parce que la gauche, ce sont des courants historiques de pensée qui ont des fois fait des morceaux de chemin ensemble, des fois se sont un peu écartés, mais il y a toute une histoire. Et notre idée à nous, elle était justement de rassembler ces composantes qui ont contribué à tous les conquis sociaux dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui, que d'autres appellent des acquis sociaux. Ils ont juste oublié qu'on ne nous a jamais rien donné, qu'il a fallu qu'on se batte pour les récupérer. On va revenir dans un instant sur ces conquêtes sociales dont vous parlez. Tout d'abord, une question sur la 14e circonscription. Vous avez réalisé donc 25,80% des voix, des suffrages exprimés, mais il semblerait, au regard des résultats, que votre réserve de voix à gauche soit assez faible pour le second tour, au contraire d'Anne-Laurence Pétel. Alors, faites-vous des abstentionnistes une priorité dans votre campagne de second tour ? Oui. Alors d'abord, c'est bien, c'est pas moi qui le dis du coup, excusez-moi, mais ça veut dire que vous vous situez en marche à droite, tant mieux je le pense. Hein. Mais voilà, ça voudrait dire que spontanément l'électorat de droite se reporte sur Madame Pétel, ce qui n'est pas une certitude. Mais bon, oui. En fait, ce sont les abstentionnistes qui sont notre cible, si l'on peut dire. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on est une militante politique, de voir que les gens ne vont pas voter, c'est dur. Parce qu'en réalité, les projets ne se ressemblent pas. Et surtout dans les courants de gauche, où on s'est battu, mais vraiment pour un suffrage universel le plus large possible, et on continue encore à le faire, notamment en voulant ouvrir à certaines élections le vote pour les résidents non français. Donc pour nous, le suffrage, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et de voir que plus de 50% des gens ne vont pas voter,
c'est remettre presque en cause la souveraineté populaire. En tout cas, ça la rend moins vivante. Voilà. Donc, c'est la première raison pour laquelle, effectivement, les abstentionnistes sont une cible. La deuxième raison, c'est que entre l'élection présidentielle et l'élection législative, il y a eu une déperdition de voix, voilà, et que donc du coup, en valeur absolue, sur Aix-en-Provence, il manque 10 000 voix qui ont voté à gauche à la présidentielle, qui ont voté l'une des formations politiques qui composent la NUP. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas retournés aux urnes au moment de la législative ? De mon point de vue, pour deux raisons, mais peut-être qu'on en parlera plus tard parce que vous voulez parler des institutions. Tout à fait, on évoquera la citoyenneté plus tard, effectivement, mais c'est une thématique effectivement très importante. On va revenir là-dessus. Une dernière question politique. Alors, on dit souvent que le premier tour, on choisit, que le deuxième tour, on élimine. Alors justement, à tous ceux qui ne veulent pas vraiment choisir votre projet, mais qui éventuellement pourraient voter pour vous, qu'est-ce que vous dites à ces gens ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait donc éliminer Anne-Laurence Pétel, la candidate Ensemble, plutôt que de vous choisir si ces gens-là ne le souhaitent pas ? Alors du coup, je suis quand même un peu obligée de parler d'institutions à cet instant. Le Parlement, c'est la représentation nationale. C'est le seul organe institutionnel qui représente la nation et qui donc parlemente et légifère. Le fait que, et on l'a vu ces 5 dernières années, bon, je ne sais plus la date, mais bon, il y a eu l'inversion du calendrier et le quinquennat. Le fait que le mandat présidentiel et le mandat législatif aient la même durée et que derrière l'élection législative se fasse dans la foulée et sur des délais plus courts d'habitude, entraînait automatiquement, mais c'était fait pour ça d'ailleurs, hein, c'était pour éviter une cohabitation, ce qu'il disait à l'époque, entraîner automatiquement une Assemblée nationale au service de l'exécutif. Ce qu'on appelle le fait majoritaire. Voilà. Ce qu'on a vu là, particulièrement ces 5 dernières années, c'était déjà assez... le mouvement s'enclenchait très fort, mais ces 5 dernières années, on a quand même vu une Assemblée nationale qui, de toute façon, ne votait que ce qui était émané de la majorité, qu'elle soit initier donc une proposition de loi par un député, enfin par des députés, ou un projet de loi initié par l'exécutif. Ce qui pose un vrai problème parce qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. Or, personne, en tout cas je connais personne, qui vote un candidat ou un programme à 100% d'accord. Donc il est normal qu'il y ait des nuances, il est normal qu'il y ait des discussions, or ça n'existe plus. Et rendre au Parlement sa capacité à débattre, c'est voter pour quelqu'un qui n'est pas issu de la majorité présidentielle. Très bien, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec un premier thème, c'est l'économie, puisque c'est un thème qui passionne, qui déchaîne les débats durant cette campagne, notamment entre la coalition Ensemble et la coalition de la NUP, qui proposent 2 visions très différentes. Alors pour le résumer assez rapidement, la NUP c'est une vision assez keynésienne avec un programme de relance gouverné par les besoins, comme vous dites. Alors c'est un investissement de 250 milliards d'euros pour des revenus qui sont estimés selon votre chiffrage à 267 milliards d'euros. Donc ça repose évidemment sur une augmentation très forte des impôts, soit pour les entreprises, soit pour les revenus. Alors, qui va payer et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont peur de ces augmentations d'impôts, qui craignent par exemple une fuite des capitaux ou une fuite des personnes les plus aisées, les plus riches de France ? Il y a plusieurs choses. Donc, oui, effectivement, c'est gouverner selon les besoins et pas gouverner aujourd'hui tel que c'est fait. Enfin, le paradigme est inversé, c'est-à-dire qu'à partir depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, le dogme libéral consiste à dire on a tant d'argent et on va faire des économies pour rentrer dans les limites budgétaires et on va saupoudrer de fait un peu à droite à gauche et on arrive à quelque chose qui s'écroule, en tout cas qui arrive au bout du système aujourd'hui parce que on voit les conséquences, soi-disant ça ne devait pas être inflationniste, on prend une inflation et ça a des conséquences sur les gens parce qu'en fait ça sert à quoi d'accumuler si on n'en vit pas, et donc ça a des conséquences réelles et concrètes sur les gens.
Donc, c'est gouverné selon les besoins. Ça, c'est la chose. Sur le chiffrage, il y a une émission de 5 heures. Tout a été des économistes, effectivement, se contredisent. En tout cas, une partie des économistes disent que ça n'est pas possible et une autre partie des économistes disent qu'au contraire, c'est comme ça qu'on va relancer la machine. Nous sommes convaincus que nous pouvons relocaliser. Nous pouvons faire la bifurcation écologique et que tout ça s'organise et se prépare. Donc effectivement, vous parlez de gouverner par les besoins. Alors la question qui se pose donc, c'est qui va payer ces impôts ? Les sociétés, les entreprises, les ménages les plus aisés probablement. Qui exactement et dans quelle mesure ? Alors sur les ménages, très clairement, parce que c'est ça ce qui intéresse le plus directement sur les entreprises, on va bien en parler après, mais sur les ménages, c'est ce qui intéresse le plus précisément les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des rentrées fiscales rentrent en volume sur les ménages, disons, on va dire la classe moyenne. Et ça pèse très très lourd et petit à petit, on assiste même à un déclassement, c'est-à-dire que l'inflation, les non-augmentations de salaire font que les gens ont de plus en plus de mal à finir leur mois. Nous, on va répartir les impôts sur 14 tranches. Donc la tranche, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes imposable à un niveau et quand vous êtes la tranche au-dessus, le delta, vous payez sur la deuxième tranche et non pas, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, qu'il y ait même des gens qui paieraient plus d'impôts que ce qu'ils gagnent. Ça n'est pas possible et jamais possible. Le fait de faire cette tranche, de faire 14 tranches comme ça, va faire peser de plus en plus fort sur les très hauts revenus, effectivement, une pression fiscale plus importante. Et après tout, c'est normal, ça s'appelle le partage des richesses. Voilà, donc, et on ne va pas mettre les gens sur la paille. En dessous de 4 000 € par personne, il n'y aura pas de changement. Au mieux, vous gagnez, au pire, à 4 000 €, vous restez stable par rapport à la pression fiscale précédente. Voilà, donc ça concerne vraiment ce qu'on entend le plus. Par ailleurs, la petite dizaine de personnes qui gagnent à elles seules la moitié de ce que gagne la France aujourd'hui. On a parlé de l'investissement massif que vous promettez. Alors, une question sur cet investissement. Comment le diriger vers de la consommation positive, des bonnes consommations, si on veut dire cela, c'est-à-dire des consommations écologiquement responsables, puisqu'on sait que votre programme est à la fois économique mais aussi écologique. Oui. Donc effectivement, c'est une part très importante du programme. Alors justement, donc effectivement, en donnant du pouvoir d'achat aux plus modestes notamment, comment est-ce qu'on oriente cela dans cette direction ? C'est compliqué comme ça, mais en fait, il y a plusieurs leviers. Le premier levier pour une entreprise, la chose qui l'intéresse en premier, c'est son carnet de commandes. Après tout, on produit pour vendre. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Alors, dans le cadre écologique et de la planification, évidemment qu'il va y avoir des normes qu'on va mettre en place, mais qu'on va planifier, qu'on va organiser concernant les types de produits qui vont sortir. Et oui, probablement que certains produits seront plus pénalisés que d'autres. Je parle produits et services au sens général du terme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour en revenir à l'entreprise, donc je reviens donc sur le carnet de commandes. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient les moyens d'acheter. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de commerces de proximité qui, vraiment, je suis dans la rue beaucoup en ce moment, où ils n'ont pas de clients, ils s'ennuient en fait. Ils n'ont pas vocation à vivre de cette manière-là. Donc ça va automatiquement enclencher une augmentation de la demande dans la mesure où on va augmenter les minima sociaux, où on va effectivement passer le SMIC à 1 500 €, où on ne va pas faire une retraite à moins de 1 100 € qui est le seuil, c'est 116 exactement, qui est le seuil de pauvreté aujourd'hui. Donc effectivement, les gens vont pouvoir à nouveau dépenser. Ça va favoriser la consommation locale. Ça aussi c'est intéressant parce que je parle d'artisanat, d'entreprise, du coup on y revient, personne n'ira se faire couper les cheveux en Chine. Il ira forcément voir son coiffeur qui habite à côté de chez lui et peut-être que là ça fait longtemps qu'il n'y va plus. Il ira forcément acheter sa viande à cet endroit-là, il ne la fera pas venir de je ne sais quel autre pays au bout du monde. Donc c'est vertueux de ce point de vue-là, du point de vue de l'entrepreneuriat local.
Voilà, la troisième chose que je veux dire concernant ce volet économique, en fait, qui consisterait à faire croire que nous serions absolument cruels pour les entreprises et que nous souhaitons toutes les voir partir, ça n'est absolument pas vrai. Au contraire, peuvent venir et volontiers. Les entreprises souffrent de deux choses. La première des choses dont elles souffrent, c'est que de naviguer à vue, parce qu'il n'y a aucune politique organisée dans les années 70. Alors, il y avait des plans quinquennaux économiques qui étaient discutés. Et les entreprises savaient exactement avec quelles règles du jeu elles fonctionnaient et elles savaient exactement où est-ce qu'elles allaient aller. Et après, à elles de dégager les marges, de monter leur business plan, comme on dit, de façon à pouvoir être rentables et pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Alors aujourd'hui, c'est un coup, on dit, vous allez avoir une prime, peut-être 6 mois, peut-être 9 mois, vous allez être défiscalisé sur tel truc, mais ça va durer 1 an, 2 ans, on ne sait pas. C'est très, très compliqué pour une entreprise de s'en sortir, quelle que soit sa taille. Deuxième chose dont a besoin une entreprise aujourd'hui, c'est que quand il y a un changement qui se met en place, et je parle surtout des entreprises locales, les TPE, en fait, PME, ou même les établissements de taille intermédiaire. Quand une entreprise aujourd'hui doit faire face à une décision politique telle qu'on les voit un peu erratiques parfois, qui leur laisse, qui leur permettent pas de s'organiser, elles sont dépendantes des banques. C'est-à-dire soit elles ont pignon sur rue, soit la banque, et après c'est son métier, la banque décide que non, elle n'est pas solvable. Et ça c'est pas, je dirais pas arbitraire, mais c'est quand même assez injuste. Et auquel cas on peut bénéficier d'un volet de trésorerie ou pas. Et pourtant c'est ce moment où une entreprise s'adapte, c'est le moment où il lui manque du cash, ça ne peut pas dire ça comme ça, et c'est le moment où elle a besoin d'argent. Donc nous on met en place en plus en parallèle de cette co-organisation en fait de l'entreprise et des règles dans lesquelles qu'elles soient sociales et environnementales qu'on va mettre en place. Parallèlement, on met en place un pôle public bancaire de façon à permettre aux entreprises le petit laps de temps. Je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes coiffeur, on vous dit que le SMIC passe à 1 500 €, vous avez 2 salariés au SMIC. Évidemment que d'un coup, il va dire mais ça va pas être possible. Et oui, parce qu'il est habitué à des gens qui n'ont pas 1 500 € par mois, donc ils ne vont plus chez le coiffeur. Mais 3 mois plus tard, quand les gens ont commencé à reprendre une vie qui leur donne les moyens d'aller chez le coiffeur, l'entreprise, au lieu de fermer ce qu'elle aurait dû faire au bout d'un moment, finalement, elle a de nouveau des clients, et bien qu'elle ait payé depuis déjà 3 mois son salarié à 1 500 €. Bon, cette jonction, elle se fait grâce à, c'est ce qu'on appelle un volant de trésorerie, elle se fait grâce à un pôle public bancaire. Alors effectivement, vous évoquez une planification, ou du moins une vision de long terme pour l'économie. C'est aussi le cas pour l'écologie, pour l'environnement. Bien sûr. On va passer à cette question. Vous parlez de planification écologique. Alors le thème de l'environnement, c'est un thème qui est central, qui est de plus en plus préoccupant. La vague de chaleur que l'on subit cette semaine en est peut-être une preuve de plus. Alors une question assez large sur votre vision globale de l'écologie, puisque c'est assez intéressant d'observer que si ensemble la majorité présidentielle propose un programme environnemental ambitieux, il semble quand même se démarquer du vôtre quand eux rejettent la radicalité que vous portez. Et donc voilà ma question, quel est l'avantage et pourquoi faut-il être radical quand on parle d'environnement ? Dans l'environnement, il y a deux choses. Le 5 mai cette année, c'était le jour du dépassement. Ça veut dire que le 5 mai cette année, la France a consommé plus que ce que la planète peut nous donner en 1 an. Il y a 3 ans, c'était au mois d'août. Si les choses continuent comme ça, un jour ce sera le 1er janvier, ensuite ce sera année -1. Et la planète n'aura pas le temps de se renouveler. Et donc, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin. Ça fait 3 semaines, 1 mois que nous avons plus de 30 degrés ici. Est-ce que c'est envisageable de penser qu'il ne se passe rien à l'échelle planétaire ? Donc, il y a des coups de frein à donner tout de suite sur un certain nombre de choses. Par exemple, je prends l'exemple du glyphosate parce que ce qui pollue les terres et les humains et surtout ceux qui travaillent et qui sont alentours. Donc, il y a des mesures à prendre directement. Mais ensuite, il faut organiser la planification.
Et pour construire la bifurcation, cette planification, il faut l'organiser à partir du local. Chaque région a sa spécificité. Il est évident qu'on ne va pas développer de la même manière des énergies renouvelables ou des énergies de remplacement, on va dire, dans les Bouches-du-Rhône que dans le Massif central ou en Bretagne. Voilà. Et donc ça doit s'organiser, ça doit se construire. Ça doit se construire en collaboration avec les différents acteurs, parce qu'on ne fera jamais de l'écologie contre les gens, avec les entreprises, avec les collectivités territoriales. Et tout ça doit s'organiser, avec des étapes de remédiation par ailleurs. Hein. Donc, et là où ce qui n'est pas très juste dans ce que vous dites, enfin, pas vous personnellement, mais ce que vous relayez de ce qui est dit, c'est que c'est pas radical d'organiser une planification, et au contraire, c'est construire les choses dans le temps et sérieusement, et d'évaluer chaque fois ce qui se passe. Et Monsieur Macron, il y a un mois, là, pendant la campagne présidentielle, disait qu'il allait faire une planification écologique pour organiser la bifurcation écologique. Son Premier ministre soit chargé de la planification. Voilà, on est très très contents. Seulement, ce que je dis, c'est qu'on a perdu 20 ans. Nous, il y a 20 ans, on le disait déjà, et peut-être qu'il serait temps de s'y mettre. Alors, vous parliez du local, l'importance de planifier à l'échelle locale. Une question là-dessus, ça concerne les transports, puisque localement, on sait que sur la métropole d'Aix-Marseille, il y a une problématique qui est liée à ça. Alors, typiquement, dans le cadre d'une planification écologique, qu'est-ce qu'on fait pour les transports sur la métropole d'Aix-Marseille ? Là, alors, je vais donner un exemple concret, parce que là, sinon, on va y passer un temps fou. Pour les transports, alors déjà, il faut effectivement réadapter les transports, notamment sur le train, et le rendre accessible. Je prends toujours l'exemple, mais Meyrargues, là où j'habite, aller à Marseille, c'est 12 € en train. Donc 12 €, et encore, vous n'avez pas des trains toute la journée. C'est quand même très cher de faire payer 24 € pour aller de Meyrargues à Marseille aller-retour. Et donc les gens ont tendance, malgré le prix de l'essence, à prendre leur voiture, parce que finalement, quelle est la rentabilité? Donc bien sûr qu'il faut organiser ça. Je parle pas des gens qui ont les trajets quotidiens, parce qu'il il existe quand même on part pas de rien, il existe déjà quand même des abonnements, des choses qui s'amplifient. Mais disons que pour traverser le département, et pour traverser la 14e circonscription même uniquement, peut-être qu'on n'a pas à utiliser toujours le même mode de transport. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'un trajet, on pourrait faire une partie à vélo quand on arrive dans une ville, une autre partie en bus pour y arriver, ou surtout une partie en train pour arriver d'un endroit à un autre. Donc ce qu'on appelle du multimodal. Nous, on serait assez favorable, c'est un exemple très concret, hein, pour un ticket à tarif unique qui permette à celui qui l'a acheté, de quel que soit l'endroit où il veut aller dans la journée ou de façon ponctuelle, d'utiliser les différents modes de transport collectif qui sont mis à sa disposition. Parce que c'est la croix et la bannière, ne serait-ce que rien que pour ça, on simplifierait beaucoup de choses et on gagnerait en émissions de carbone. Rien que de se dire, il faut que j'aille à tel guichet pour aller chercher tel truc, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, je sais pas. Organiser au moins les transitions entre les différents modes de transport. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions sur l'environnement. On va passer à notre dernière thématique, qui est la citoyenneté. Évidemment, c'est quand même le chiffre qui préoccupe. Vous avez commencé à l'évoquer en début d'émission. C'est l'abstention qui a été de 52% donc, au premier tour. C'est un chiffre qui est énorme. Un chiffre pour commencer pour vous, deux chiffres plutôt. Alors 14,35 et 12,34. Ce sont vos scores à Anne-Laurence Pétel et à vous respectivement, obtenus ce dimanche en pourcentage des inscrits et non des suffrages exprimés, ce qui fait quand même des scores qui sont assez faibles. Alors, vous nous avez parlé de la problématique pour vous, qui n'avez pas réussi à mobiliser suffisamment. On va plutôt parler des solutions institutionnelles que vous proposez pour tenter de remobiliser les citoyens, puisque la NUP et la France Insoumise avant cela proposent une 6e République. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette 6e République? Comment voulez-vous la mettre en place? Et qu'est-ce que vous portez dans celle-ci? Alors, la 6e République, les grandes lignes de la 6e République, alors, moi, j'ai bien un avis personnel sur cette 6e République. Bon, déjà, on voudrait, ça, du coup, c'est collectif, on voudrait revenir sur un régime plus parlementaire et assumé. C'est la tradition française, c'est de rendre le pouvoir à la représentation nationale. La 6e République,
au-delà même de son contenu, mais je veux bien parler de son contenu, en tout cas celui vers lequel je veux aller moi, au-delà même de son contenu, c'est un processus constituant, c'est-à-dire qu'il permet à tous nos concitoyens de prendre en charge la règle du jeu démocratique et politique dans laquelle ils veulent fonctionner demain. Donc une constitution, ça n'est pas... donc une constituante a pour but de mettre en place une constitution. Donc le processus, en fait, il est donc d'élire une assemblée constituante sur des projets, voilà. Ensuite, cette assemblée constituante a vocation à écrire une constitution. Le délai, c'est à peu près 2 ans. Et de présenter ça en référendum à la fin. Je fais très court pour le processus. Ce qui est très important dans cette idée d'avoir un processus constituant, c'est que chacun prend en charge l'idée de sa propre participation et de son propre exercice de sa souveraineté. Donc ça veut dire un référendum d'initiative citoyenne, évidemment. Ça veut dire la possibilité de révoquer les élus s'ils ne tiennent pas leurs engagements, évidemment aussi. Et à ce moment-là, c'est déjà un processus de contrôle, c'est énorme pour un électeur qui se dit j'ai voté pour un tel ou un tel, et pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut, j'ai aucun moyen de quoi que ce soit, finalement il me reste que la rue, alors qu'on peut faire participer tout au long d'un mandat nos concitoyens et surtout avec cette possibilité qu'a le citoyen à tout moment de nous révoquer ou de dire mais vous n'avez pas pensé à ça, ce serait bien qu'on propose et donc un référendum d'initiative citoyenne. Et alors effectivement, ce que vous dites, c'est qu'au-delà des mesures que vous proposez, le référendum d'initiative citoyenne, la révocation des élus, c'est plus le processus en fait qui permettrait aux citoyens de se sentir concernés et donc peut-être de rapprocher effectivement les citoyens et la chose publique de manière générale, puisqu'on a bien senti dans cette abstention très forte qu'au-delà du rejet des partis, il y a aussi un désintérêt d'une partie de la population. Il s'avère que la question de la 6e République, c'est le sujet, en tout cas pendant la présidentielle, que j'ai porté le plus, puisque j'ai fait beaucoup de réunions publiques là-dessus. C'est pour ça que j'essaye d'être courte, parce que je pourrais le faire pendant longtemps. Mais en fait, et donc du coup, j'ai beaucoup regardé ce que faisaient nos concurrents au moment de la présidentielle. Donc on en reparle, ça me fait plaisir. Monsieur Macron avait proposé 3 idées sur sa réforme constitutionnelle quand il s'est rendu compte que ça marchait un petit peu. Et son préambule, ça a été ce discours, vous le retrouverez. Son préambule, ça a été de dire quand un mandat légitime, et dans la mesure où l'élu est légitime, il fait ce qu'il veut, tant qu'il est élu. Donc, voilà, et c'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'en fait, chaque électeur, et je pense que les gens le ressentent comme ça, donne un blanc-seing à quelqu'un pendant un temps donné. Et donc, ça donne pas envie, effectivement, de se dire je prends ma part de responsabilité, je vais voter. Je dis pas qu'il faut pas aller voter. Loin de là, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand on vote, et il faut le faire parce que c'est important, parce que sinon les choses se passent très loin de nous, 14%, ça veut dire qu'il y a je sais plus combien on va élargir à 20% pour faire simple, ça veut dire qu'il y a 80% des électeurs qui de fait ne se sentent pas concernés et à la limite ne vont pas s'intéresser à ce qui se passe. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions sur la démocratie, la citoyenneté. Je vais vous proposer de conclure désormais avec une dernière question pour vous. Alors, lors du débat que nous avons réalisé pour la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, nous avions proposé 3 minutes de carte blanche à chacun de nos débatteurs pour évoquer le thème de leur choix. Je vous propose la même chose aujourd'hui dans le cadre de cet entretien, une conclusion, et vous pouvez évoquer ce que vous voulez. Alors, vous avez 3 minutes peut-être un peu plus ou un peu moins, c'est faites comme vous le souhaitez pour le coup. Mais voilà, s'il y a un thème qui vous tient à cœur, plus personnellement, plus localement peut-être, vous pouvez l'exprimer maintenant. Alors, en fait, oui, un thème. Alors, la question environnementale, elle est essentielle. Il faut quand même que je resitue. Notre programme, il est éco-socialiste. Ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est d'articuler la question sociale et la question écologique autour d'un axe qui est l'axe démocratique. Donc, des concertations à tout niveau. Ça, c'est la chose qui anime tout notre programme. Et en fait, tout doit se penser de cette manière-là. Si vous lisez notre programme, j'en sais rien, vous vous intéressez à l'école, vous allez aller regarder la partie programme école. Et puis ensuite, vous allez dire, ah oui, mais il y a la question du recrutement des enseignants, par exemple, donc on va aller voir autre chose. Il y a la question fiscale des services publics et ainsi de suite. Et notre programme tourne
comme ça. Quelle que soit l'entrée que vous avez, il y a une cohérence par rapport au reste. Ça, c'est la chose. Maintenant, si je devais mettre... alors, c'est aujourd'hui que je dis ça parce que si je devais mettre en fait un focus, c'est quand même sur la situation des salariés et en rapport avec leur entreprise. Moi, je voudrais qu'on rentre la démocratie aussi dans l'entreprise et qu'il puisse y avoir des discussions sérieusement. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui des femmes de ménage, qui est un combat que je mène depuis maintenant quelques années, ou particulièrement dans l'hôtellerie, mais c'est plus large que ça. Le dernier concernait l'ARS, les bureaux de l'ARS, les femmes de ménage donc font le ménage dans des bureaux. Jusque-là, on est d'accord. Elles ne sont pas salariées de l'endroit où elles font le ménage. Elles sont salariées pour la plupart. Je dis elles, en plus il y a des hommes, mais ce sont essentiellement des femmes. Elles sont salariées d'une entreprise qui négocie des contrats avec l'hôtel, l'ARS, qui a besoin de 6 heures de ménage. Donc, ils sous-traitent 6 heures de ménage à travers des... Voilà, donc ce sont des femmes, pour la plupart, qui vont travailler dans ces conditions. Plus le contrat est serré pour remporter le marché, plus le travail de la femme de ménage est sous pression. Et pour gagner les contrats, on réduit, on met sous pression, voilà. Et cette sous-traitance entraîne automatiquement de la maltraitance. Et là, ça, c'est un focus que je voudrais mettre. Mais je voudrais en mettre un deuxième parce qu'il s'avère que ce matin, j'étais à Cadarache, devant le CEA, qui ont un point d'indice qui est gelé depuis 13 ans. Qui réclament régulièrement. Alors, ils ont les augmentations de salaire classiques liées à leur ancienneté. Et voilà, c'est linéaire, on va dire. Et au mois de novembre, ils ont beaucoup insisté. Ils ont eu une discussion enfin avec l'administration générale du CEA, qui s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème parce qu'ils ont du mal à embaucher. Et ce qu'ils ont fait, c'est très bien pour les jeunes. Et ils ont proposé d'augmenter les salaires à l'embauche, sans augmenter les salaires de gens qui travaillent ici depuis 10 ans, 20 ans. À un moment donné, donc, on a vu des nouveaux embauchés sans aucune expérience professionnelle se retrouver avec des salaires plus élevés que ceux qui sont là depuis 10 ans avec une expérience professionnelle, peut-être un diplôme équivalent à 10 ans précédemment. Et ça pose des problèmes, y compris dans l'harmonie de l'entreprise. Et ces gens-là, en fait, qui ont cette expérience professionnelle depuis maintenant 6 mois, le mardi et le jeudi de temps en temps, de façon, en tout cas, ce qu'on appelle une grève perlée, font une grève. Voilà. Et donc ce matin, je suis allée les voir sur leur piquet grève. Je veux mettre un focus là-dessus, parce que ce qui est dur, et vraiment, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Personne ne leur répond. En face d'eux, il y a des gens qui jouent le pourrissement. Or, il y a une vraie souffrance. Il y a la dévalorisation de leur métier. C'est-à-dire, ils disent à quoi je sers si mes années d'expérience ne servent à rien. Et en même temps, ils ont fait, d'ailleurs, il y a eu une étude sur la souffrance au travail au CEA, je ne retrouve plus le nom du plan, mais enfin c'est quelque chose d'organisé dans les entreprises. 62% des gens sont malheureux, alors que c'est une entreprise qui était un fleuron de la société française, qui est dans un lieu magnifique, les conditions de travail étaient quand même relativement agréables, et maintenant des gens qui se sentent déclassés, parce qu'on ne veut même pas leur répondre. Voilà. Très bien, Madame Le Cachot, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation à venir échanger, et je remercie aussi nos téléspectateurs d'avoir suivi cet entretien. J'espère qu'il vous aidera dans votre choix, et je m'excuse au nom de l'équipe d'Anonymal d'avoir réalisé une légère entorse à notre principe d'équité, puisque du coup nous ne recevrons pas de représentants ni la candidate ensemble de cette 14e circonscription. Je vous remercie, à vous, à nos téléspectateurs de nouveau. C'était notre dernier entretien avant le second tour des élections législatives, et je vous souhaite à tous une bonne fin de campagne, et je vous souhaite d'aller voter ce dimanche tout particulièrement afin d'éviter de se retrouver avec une abstention à nouveau très forte. Merci à vous et bonne journée.